Comment survivre sous terre quand le monde s'est effondré? La porte de ton bunker est scellée et l'air que tu respires te tue à petit feu. Ça fait 3 jours maintenant. L'explosion a eu lieu. Les villes ne sont plus que cendres. Tu es sous terre, enfermé entre des murs d'acier, avec tes conserves de haricots et un ventilateur que tu as acheté sur un forum de survivalistes pour 200 $. Tu te sens en sécurité, à l'abri. Tu ne l'es pas. Ta tête commence à marteler. Tes poumons brûlent comme si tu avais inhalé du feu. L'air a ce goût métallique bizarre, ce goût de cuivre mélangé au regret. Tu n'avais pas prévu la physique dans ton plan. Et la physique, elle ne négocie avec personne. Pas de souci. Parlons de la raison pour laquelle ton bunker est devenu un tombeau avec une minuterie. Et de ce qui te tuera vraiment quand tu te crois en sécurité, bien protégé derrière tes murs. D'abord, l'air. Il se fout complètement de tes murs en acier. À chaque expiration, tu rejettes du dioxyde de carbone, environ 200 ml par minute. Dans une boîte scellée comme la tienne, ce CO2 ne disparaît pas par magie. Il s'accumule comme les intérêts sur une dette que tu ne pourras jamais rembourser. Quand la concentration atteint 1%, tu deviens somnolent. À 3%, ton cerveau commence à s'éteindre. À 5%, tu perds connaissance. À 8%, tu es mort en 1 heure. La plupart des bunkers amateurs atteignent des niveaux létaux en 72 heures, avec une famille de 4 personnes à l'intérieur. Tu pensais que les murs allaient te protéger. En réalité, ils sont en train de t'étouffer. Première étape, il te faut un échange d'air, pas simplement de la filtration, mais de la ventilation. Les filtres nettoient les particules. Ils ne retirent pas le CO2 dans lequel tu es en train de te noyer. Tu as besoin de bouches d'aération en haut pour l'entrée, des évacuations en bas pour la sortie et des ventilateurs motorisés qui tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le CO2 est plus lourd que l'air. Il coule. Il s'accumule au niveau du sol, comme des sables mouvants invisibles. Tu t'allonges pour te reposer, pensant juste fermer les yeux quelques minutes. Tu ne te réveilles jamais. Deuxième étape, installe un moniteur de CO2. Si tu ne mesures pas, tu devines. Et deviner, ça te tue. Quand l'affichage atteint 1000 parties par million, tu es en danger. C'est là que commencent les maux de tête sourds et les vertiges. À 5000 ppm, tu es inconscient. À 40 000 ppm, tu n'es plus qu'une statistique de plus dans les ruines. Troisième étape, calcule tes besoins en air. Un adulte consomme environ 550 litres d'oxygène pur par jour. Un bunker avec 1000 pieds cubes d'espace commence à 21% d'oxygène. Avec 4 personnes enfermées à l'intérieur et sans ventilation, tu atteins l'hypoxie en moins de 48 heures. Ton corps essaie de compenser au début. Le rythme cardiaque s'accélère. La respiration devient plus rapide, plus urgente. Les fonctions cognitives s'effondrent peu à peu. Et puis ton corps arrête de compenser. Puis toi, tu t'arrêtes aussi. La science est simple et cruelle. La privation d'oxygène s'appelle l'hypoxie. En dessous de 19,5% d'oxygène, ton cerveau commence à s'éteindre. À 15%, tu perds connaissance. À 10%, tu es mort en quelques minutes. Ton bunker n'est pas une forteresse. C'est une chambre à gaz que tu t'es construite toi-même, pierre après pierre, avec tes propres mains. Si le moniteur de CO2 hurle, félicitations. Tu as peut-être une chance de survivre. S'il ne hurle pas, félicitations 2 fois. Tu ne sauras même pas que tu es en train de mourir. Problème suivant. L'humidité engendre la mort. Les espaces souterrains sont humides. L'eau du sol suinte à travers le béton. Chaque respiration que tu expires ajoute de la vapeur d'eau dans l'air confiné. Dans un environnement scellé, l'humidité grimpe vite. Au-dessus de 60%, les moisissures font la fête. Au-dessus de 80%, tu vis dans une boîte de pétri géante. Les moisissures noires, le stachybotrys, produisent des mycotoxines qui causent une insuffisance respiratoire, la suppression du système immunitaire et des dommages neurologiques. Elles colonisent ta nourriture, tes vêtements, tes poumons. Tu pensais stocker des provisions pour tenir des mois? En réalité, tu cultives une peste qui va te dévorer de l'intérieur. Méthode numéro 1, contrôle l'humidité de manière religieuse. Maintiens-la en dessous de 50% en utilisant des déshumidificateurs et fais-les tourner constamment. Si tu vois de la condensation sur les murs, tu as déjà perdu le contrôle.
Les spores de moisissure sont dans l'air. Tu les respires à chaque inspiration. Elles se reproduisent dans tes voies respiratoires, en ce moment même. Méthode numéro 2. Stocke la nourriture dans des sacs Mylar avec des absorbeurs d'oxygène. Scelle tout hermétiquement. Contrôle climatique en dessous de 70 degrés Fahrenheit. Humidité en dessous de 15%. Fais tourner les provisions tous les 3 mois. Si tu vois de la moisissure, jette tout le lot. Ne goûte pas, ne sens pas, ne respire pas à proximité. Méthode numéro 3. Surveille les surfaces. Les moisissures se développent sur les matières organiques. Le carton, le tissu, le cuir, le papier. Tes documents d'urgence pourrissent. Tes vêtements se désintègrent. Ta trousse de premier secours devient toxique. Essuie les surfaces avec une solution d'eau de Javel chaque semaine. Si c'est humide, c'est dangereux. C'est aussi simple que ça. L'exposition à long terme, même à de faibles niveaux de moisissure, peut causer une toux persistante, une respiration sifflante et des réactions allergiques. Les spores inhalés peuvent coloniser le tissu pulmonaire. Ton système immunitaire se bat. Il perd la bataille. Tu tousses du sang. Tu suffoques à cause de ta propre inflammation qui remplit tes poumons. Si les murs restent secs, félicitations, tu survis à la moisissure. S'ils ne le restent pas, félicitations 2 fois. Tu es le milieu de culture. Continuons avec le problème suivant. Les générateurs te tuent plus vite que les pillards. Tu as un générateur diesel, des panneaux solaires en surface, des banques de batteries dans le sous-sol. Tu pensais que l'électricité était un problème technique avec une solution technique. Ça leste, jusqu'à ce que le générateur produise du monoxyde de carbone. Le CO est inodore, invisible, létal. À 400 ppm, tu es inconscient en 2 heures. À 1600 ppm, tu es mort en 15 minutes. Faire tourner un générateur dans un espace confiné sans ventilation parfaite, c'est un suicide avec un temps d'exécution estimé. Commence par ventiler l'échappement vers l'extérieur. Utilise des tuyaux en métal. Scelle chaque joint, comme si ta vie en dépendait. Parce que c'est le cas. Une seule fuite et le CO inonde ton bunker. Tu ne le sentiras pas. Tu vas juste te sentir fatigué. Tu vas t'allonger pour te reposer. Tu vas mourir dans ton sommeil. Ensuite, installe des détecteurs de CO. Plusieurs unités, alimentées par batterie. Teste-les chaque semaine. Quand l'alarme sonne, tu as des minutes pour évacuer. Pas des heures, des minutes. Quelques minutes avant que ton sang ne soit saturé et que ton cerveau s'éteigne pour toujours. Enfin, stocke le carburant à l'extérieur de l'espace de vie. Le diesel, l'essence, le propane. Tout est inflammable, tout est toxique. Un déversement dans un bunker scellé signifie que les vapeurs s'accumulent dans l'air stagnant. Une seule étincelle et tu n'es plus dans un bunker. Tu es dans une bombe qui va exploser. La science. Le monoxyde de carbone se lie à l'hémoglobine 200 fois plus efficacement que l'oxygène. Ton sang transporte du CO au lieu de l'O2. Tes cellules suffoquent. Ton cerveau s'éteint. Tu ne ressens pas de douleur. Tu t'arrêtes simplement d'exister. Si le générateur tourne à l'extérieur, félicitations. Tu as survécu à la combustion. S'il tourne à l'intérieur, félicitations 2 fois. Tu es un compte moral pour les autres. Le problème suivant, l'isolement brise ton cerveau. Tu pensais que le silence était paisible. Il ne l'est pas. Le cerveau humain a besoin d'entrées sensorielles pour fonctionner correctement. Prive-le assez longtemps et il commence à fabriquer sa propre réalité. La privation sensorielle déclenche des hallucinations, de la paranoïa, de l'anxiété, de la dissociation. La distorsion temporelle s'installe. Tu perds la notion des heures, puis des jours. Les cycles de sommeil s'effondrent. La prise de décision se dégrade de plus en plus. Les chercheurs soviétiques ont testé ça dans les années 60. Les sujets isolés pendant 10 jours ont montré des symptômes imitant la schizophrénie. C'est documenté, vérifiable, terrifiant dans sa simplicité. Méthode numéro 1, établis des routines. Réveille-toi à la même heure, mange à la même heure, fais de l'exercice, lis quelque chose, parle, même si c'est à toi-même. Sans structure, ton esprit se défait comme une corde usée. Méthode numéro 2, reconnais les signes de déclin, l'irritabilité, l'insomnie, la paranoïa qui monte. Interviens tôt. Si quelqu'un fixe les murs pendant des heures, il ne se repose pas, il dissocie. Il s'éloigne de la réalité. Méthode numéro 3, planifie ta sortie. Le bunker est temporaire.
sache quand partir. Si l'air se dégrade, si les provisions diminuent, ou si la santé mentale s'effondre, l'évacuation devient la survie. Le bunker est un abri, pas une prison. Il n'a jamais été conçu pour être ton cercueil. La science. L'isolement prolongé cause des dommages cérébraux mesurables. L'hippocampe rétrécit. Le cortex préfrontal s'atrophie. La régulation émotionnelle s'effondre complètement. Tu deviens ton propre pire ennemi, enfermé dans ta tête avec tes peurs. Si tu maintiens des routines, félicitations. Tu as survécu au silence. Si tu ne le fais pas, félicitations 2 fois. Tu parles au mur et ils te répondent. Le problème suivant, l'infection se fiche de ton stock de médicaments. Tu as des antibiotiques, des analgésiques, des kits de traumatologie. Tu pensais que les premiers secours, c'était des bandages et des pilules. Ce n'est pas le cas. Les environnements souterrains font proliférer les infections plus vite que les blessures de surface. L'humidité accélère la croissance bactérienne. La mauvaise ventilation piège les pathogènes. Le stress supprime la fonction immunitaire. Une coupure mineure devient une cellulite. La cellulite devient une septicémie. La septicémie devient la mort. Tout ça en 72 heures, sans antibiotiques intraveineux et techniques stériles. Commence par maintenir la stérilité. Des gants, des masques, du désinfectant. Chaque blessure est une infection potentielle. Nettoie-la, bande-la, surveille-la de près. Si elle gonfle, rougit ou suinte, tu es dans le pétrin. C'est là que ça commence vraiment. Ensuite, stocke des fournitures de qualité hospitalière. Antibiotiques 4, kit de suture, sérum physiologique stérile, outils de diagnostic. Suis une formation en médecine de survie ou EMT. Quand tu es sous terre, isolé du monde, tu es l'hôpital. Il n'y a personne d'autre. Enfin, isole les malades. Les infections respiratoires se propagent rapidement dans des quartiers rapprochés. Une personne tousse, tout le monde est infecté en quelques jours. Les protocoles de quarantaine ne sont pas optionnels. Ce sont des mesures de survie. La science. La cellulite, c'est une infection bactérienne de la peau. Sans traitement, elle se propage dans le sang. Septicémie. Ton système immunitaire réagit de manière excessive. L'inflammation se propage en cascade. Les organes défaillent un par un. Tu meurs de tes propres mécanismes de défense qui se retournent contre toi. Si les blessures restent propres, félicitations. Tu as survécu à l'infection. Si elles ne le font pas, félicitations 2 fois. Tu es septique et tu as peut-être quelques heures. Le bilan final. Ton bunker n'est pas une forteresse indestructible. C'est un système de survie. Et comme tout système, il nécessite de l'entretien, de la redondance, des tests et de l'expertise. Sans ces éléments, ce n'est qu'un cercueil en béton avec une porte lourde. L'effondrement du monde ne te tuera pas. C'est ton ignorance qui le fera, lentement, douloureusement, dans le noir. Tu as 3 options devant toi. 1. Construis un bunker qui fonctionne réellement. Conçois-le correctement, teste-le, entraîne-toi pour ça. 2. Accepte que la survie souterraine est plus difficile que tu ne le penses et prépare-toi plutôt pour des stratégies de surface. 3. Ne fais rien. Scelle-toi à l'intérieur quand le moment viendra. Espère que l'air dure plus longtemps que ton optimisme. Les autres ont espéré. Toi, tu vas te préparer. Ils ont fait confiance au mur. Toi, tu feras confiance à la science. Ils sont morts dans le noir, étouffés par leur propre ignorance. Toi, tu ne le feras pas. Si tu veux plus d'histoires comme celle-ci, de vraies leçons de survie dans ce monde effondré, abonne-toi. Ne te perds pas dans les ténèbres. À toi de jouer.